Bonsoir, j'espère que ça va à peu près là. Ça fait un certain temps que l'on écoute, que l'on essaie de débattre. Donc j'ai essayé de faire relativement court. J'ai envie quand même d'exprimer des choses parce que c'est vrai que le thème est forcément important quand en plus c'est quelqu'un qui au niveau local est censé représenter, est censé être élu de la République. Bon, ben voilà, je pense que c'est important de s'exprimer. Je remercie les organisateurs d'aussi me donner la parole parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait choqué suite aux attentats de Charlie Hebdo, suite aux attentats du Bataclan. On voyait des sociologues, on voyait des politiques, on voyait des journalistes, on voyait des économistes, on voyait, bref, des médias, on voyait différentes personnes. Quelques enseignants, et essentiellement des enseignants en histoire d'ailleurs, et on ne voyait pas de travailleurs sociaux. On ne posait pas la question aux travailleurs sociaux, ni aux animateurs socioculturels. Donc moi, ce soir, je ne suis pas travailleur social, je suis animateur socioculturel, donc je ne peux pas dire que je suis travailleur social aujourd'hui, vraiment, je suis acteur social, quoi. Et c'est vrai que donc, je vous remercie parce que je ne vais pas représenter l'ensemble des acteurs sociaux. Simplement, je vais exprimer un peu moi ce que je pense et puis voilà, et essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice parce que c'est vraiment ensemble qu'on peut construire peut-être des alternatives et des perspectives. J'ai envie de dire que j'ai vécu 14 ans en Afrique, je suis enfant d'expatriés, je suis parti à 2 ans d'Orléans et je suis revenu à 16 ans. Mes parents étaient enseignants coopérants, j'ai été 2 ans au Maroc. J'ai vécu ensuite 4 ans en Afrique du Sud, à Johannesburg, au moment où Mandela était derrière les barreaux. J'étais ensuite 2 ans en Guinée, à l'époque de Sékou Touré, donc le premier qui a dit non à De Gaulle, en 58 à l'époque. Bon, moi, c'était pas 58, mais j'étais à l'époque de Sékou Touré. Et j'ai fini 6 ans au Congo-Brazzaville, Congo à Pointe-Noire exactement. Donc à l'époque, alors c'est marrant de dire ça, à l'époque, c'était il y a 30 ans et il est encore en place, avec Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, voilà, qui est certainement en place grâce aux efforts conjugués de la France et d'autres. Donc voilà, je pense que si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a construit et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je fais ce métier et que quelque part c'est plus qu'un métier pour moi, c'est un peu une mission et certainement une vocation. Je me dis que forcément quand on pense local, il faut forcément penser global et que tout, de toute façon, est une question d'aller-retour permanente et que c'est important de se remettre en question et de voir au-delà du bout de son nez, quoi. Et tout à l'heure, on a parlé de colonialisme, qu'effectivement, ce serait important que la France fasse son mea culpa par rapport au colonialisme. Ça, certes, c'est fondamental. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça, quoi. Le problème, c'est qu'avant, il y a eu l'esclavagisme, il y a eu ensuite le colonialisme, et maintenant, il y a le néocolonialisme. C'est ça, moi, qui m'horripile et qui m'insupporte et qui fait que je suis certainement beaucoup plus critique que n'importe qui d'origine africaine parfois. Je fais partie de ceux peut-être qui sont les plus intransigeants par rapport à nos élus actuels, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe. Ils soutiennent une politique en Afrique qui est insoutenable. Ils soutiennent une exploitation qui est évidente. Quand on se réjouit de vendre des rafales, enfin voilà, je n'ai pas de mots pour dire qu'on est dans le top 5 des vendeurs d'armes dans le monde et on fait partie de ceux qui sont en siège permanent à l'ONU, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on devrait plus que se remettre en question, on devrait tout chambouler, enfin bref. Et je parlerai peut-être à la fin de Nuit debout un petit peu, parce que je suis un proche aussi. Donc voilà, donc simplement, ça c'est un peu mon histoire qui fait que voilà, je suis arrivé en France à 16 ans, j'étais un peu comme un blédard. Voilà, comme on dit le blédard. Ben moi, ça m'a fait pareil. Ça m'a fait pareil, je ne connaissais pas la France. Je revenais que les étés, mais je ne peux pas dire que je connaissais la France. J'étais un touriste l'été. Et je suis arrivé à 16 ans, à Orléans en plus. Donc tout de suite, ben voilà, j'ai compris, moi, mes copains qui étaient d'origine africaine, maghrébine et autres, rien que par le regard. Rien que par le regard, tout ça. Voilà. Alors, je suis un peu ému. Alors que c'est ridicule, mais voilà, c'est pas moi qui le vivais, c'était eux. Mais c'est voilà, c'est un témoignage, c'est rien, ça va reprendre. Mais rien que Place d'Arc, quand on se baladait Place d'Arc, voir les gens, regardez, mes potes. Wow.
présente juste... Donc voilà, je vais reprendre, excusez-moi, c'est complètement voilà. Mais c'est en tout cas voir le regard de mes potes, enfin que vivaient mes potes africains et maghrébins, c'est insoutenable. Donc, je suis passé par des études en histoire et autres, et puis donc je suis devenu animateur socioculturel avec le temps. J'ai un peu bourlingué au niveau de la région. J'ai été sur des quartiers de l'Argonne, des Blossières à Orléans, puis ensuite sur Blois, puis sur Bourges, puis sur Pithiviers pour finalement finir, je dirais pas au niveau de l'agglo parce que voilà, je vais garder mon ma liberté, mais voilà, je dirige un centre social sur l'agglo d'Orléans. Donc, je fais partie de cette famille, de cette grande famille de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est vaste, c'est très vaste. C'est effectivement ces animateurs socioculturels, c'est ces acteurs sociaux qui travaillent dans les quartiers et ailleurs, dans les associations, les bénévoles. C'est tout ça, c'est des gens des fois de la radio, ils font de l'éducation populaire. C'est tout simplement se dire qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Voilà, c'est l'éducation partout, c'est pour tous. Et voilà, je citerai juste Condorcet. J'ai l'habitude de partir jusqu'à Condorcet suite à la Révolution française qui disait plus jamais l'obscurantisme. Enfin, je résume très fortement, mais en gros, qui disait plus jamais l'obscurantisme avec la religion, plus jamais l'absolutisme avec les monarchies absolutistes, et qu'il était important, fondamental, d'éduquer à la citoyenneté tout simplement tout le peuple. L'éducation populaire, c'est le peuple dans son ensemble. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Donc voilà. Maintenant, l'éducation populaire, si on est là ce soir, c'est bien qu'il y a des failles. Quelque part, si on est là ce soir, s'il y a des mouvements sociaux en France, c'est bien qu'on est tous responsables quelque part, je pense. Je pense qu'effectivement, il y a besoin d'une introspection peut-être personnelle, mais que quelque part, c'est une responsabilité collective et se dire, waouh, où on a failli, quoi. J'ai interrogé mon père récemment, enfin pas récemment, c'était suite aux attentats de Charlie Hebdo, qui lui était donc enseignant et qui disait qu'il avait fini sur le quartier de l'Argonne, parce que convaincu quand même de certaines valeurs, et qui disait, ben, quelque part, c'est un échec de notre école, c'est un échec de la République, c'est voilà. Et oui, ben, je pense que c'est, voilà, donc à partir du moment où on est à peu près d'accord sur ce constat, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et je pense que notre problème aujourd'hui, c'est que l'on ne s'attaque pas assez aux causes. On ne s'attaque pas au pourquoi d'une manière générale. Je vais juste donner un exemple. Alors, je vais peut-être être critique un peu vis-à-vis de la médecine, mais il ne faut pas le prendre mal. C'est d'une manière générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins s'intéressent à essayer de trouver ce que l'on a, mais de dire pourquoi on l'a, c'est compliqué. Hein, le docteur House, c'est un peu une fiction, quoi. Donc là, je parle de la médecine, mais c'est pas par rapport aux médecins, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux causes de pourquoi il y a des gens qui sont en difficulté, et donc là, petit à petit, je vais en revenir à la lettre de Serge Gouard, mais on ne s'attaque pas du tout aux causes quand on le lit. C'est fou, c'est fou. Et aujourd'hui, dans notre système, dans notre société qui est complètement, effectivement, fragmentée, je reprends d'ailleurs les termes d'un sociologue, Michel Vivorca, qui est une société, la France, une société fragmentée, c'est bien qu'effectivement, on est tous les uns les autres isolés dans nos propres problématiques, et on a du mal à faire du lien, et nous, sur le terrain, animateurs sociaux, on est là pour faire du lien, mais pas seulement, on est là aussi pour aider à conscientiser, à faire en sorte qu'il y ait une forme de conscience politique qui puisse émerger du bas vers le haut. Voilà, quand on parle de démocratie aujourd'hui, moi ça me fait écho, mais je me dis à quel point on s'est trompé jusque-là, quoi. À quel point on s'est servi de l'éducation populaire pour s'arrêter juste à l'outil, et on n'a pas été jusqu'à la finalité. La finalité de l'éducation populaire, c'est bien la transformation sociale. La finalité de l'éducation populaire, c'est bien cette transformation sociale pour arriver à une société plus humaniste, plus équitable. Enfin voilà, ça peut paraître une utopie, mais oui, mais bon voilà, heureusement qu'il y en a. Et quelque part, aujourd'hui, on s'est arrêté à cette régulation sociale. Voilà. Régulation sociale, on achète la paix sociale dans des quartiers. À un moment donné, dans les années 80, c'était effectivement la période des grands frères, parce qu'il y avait qu'eux qui avaient une certaine autorité vis-à-vis de certains jeunes qui étaient complètement déracinés et qui étaient en plus dans des problématiques hyper profondes, en plus parqués dans des ghettos. Enfin voilà, bon, un ensemble de circonstances qui faisaient que pour certains, c'était certainement compliqué de s'en sortir. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas trop d'évolution à ce niveau-là, quoi. La France, elle a du mal à se remettre en question.
Et ce qui me pose vraiment le problème, c'est que nous, en tant qu'acteurs sociaux, on n'est pas beaucoup à se poser la question, quoi. Et ça m'inquiète. Alors je ne dis pas qu'il faut que tout le monde pense comme moi, je dis simplement que tous les acteurs sociaux se doivent de penser transformation sociale. Parce qu'en plus, on est payé pour faire ce qu'on fait, nous. Donc si ça ne les dérange pas, si ça, au bout d'un moment, au niveau de l'honnêteté intellectuelle, ça ne crée pas des petites perturbations, moi ça m'inquiète. Donc voilà, donc une société fragmentée, une société aussi hyper sécuritaire. On parle des policiers, on parle de l'armée, on parle des pompiers, on parle des médecins, ça on en parle des médecins, heureusement. Donc heureusement qu'on parle de tous ces métiers-là. Mais quelque part, moi j'ai envie de dire, lors du défilé du 14 juillet, moi j'aimerais voir défiler des enseignants, j'aimerais voir défiler des travailleurs sociaux, j'aimerais voir défiler des bénévoles d'associations. Pour moi, le 14 juillet, c'est ça, quoi. C'est pas l'armée, c'est pas... Il y a un problème à ce niveau-là, on n'a pas tout réglé. Et je pense que c'est important de l'évoquer. Alors pourquoi Serge Gouard, pourquoi je vais aussi loin? C'est parce que pour moi, c'est tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que quand j'étais en Afrique, ceux qui avaient le pouvoir, c'était nous. Et quand je suis arrivé en France, le pouvoir, c'est encore nous. Et quand je dis nous, c'est moi, petit blanc, français notamment. Voilà. Et c'était pareil. C'est-à-dire que la ségrégation spatiale au niveau urbain, c'était pareil. Pardon? Oui, mais c'est des élites. Moi, je parle d'une manière générale. Et effectivement, non, mais il y a les élites africaines, bien sûr qu'il y a des... Mais d'un point de vue général, les Français à l'étranger, ça va très bien pour eux. D'un point de vue général, les Français en France, ça va plutôt bien. D'un point de vue général, les Africains, en tout cas dans certains pays, notamment dans les cités africaines, et je ne parle pas forcément du cœur des villes, ça va plutôt pas super, parce que ça profite effectivement qu'à une élite ou qu'aux Occidentaux. Et puis en France, pour beaucoup, c'est pas génial. Donc voilà, moi c'est un constat, voilà, j'ai trouvé que c'était exactement pareil. Quand je suis arrivé à 16 ans en France, c'était exactement pareil que là-bas, quoi. Et que moi j'avais ce privilège. Et que quelque part aujourd'hui j'ai ce devoir de dire qu'en tant que privilégié, je me dois d'œuvrer là-dedans et d'essayer de faire en sorte que, voilà. Tout simplement pour dire aussi que, dire nous, tout à l'heure, vous disiez le nous, effectivement, bon, c'est Edoui Plenel là, qui a sorti un ouvrage, dire nous, effectivement, sur cette importance de penser pluriel. Voilà, on est tous singuliers, mais c'est important de penser au pluriel. Et quelque part, moi, cette liberté, cette égalité, cette fraternité, franchement, partout où je travaille, j'évite de le dire, quoi. Alors, c'est pas que je lâche, que je baisse les armes, pas du tout. C'est que je l'évoque différemment. Je parle de faire société, mais je ne vais pas dire à des jeunes, allez, hop, liberté, égalité, fraternité. Il va me regarder, il va dire, attends, c'est bon. Non, mais je veux dire, il y a des mots qui sont indécents pour la plupart des jeunes de quartier. Donc après, quand ils vont lire un élu de la République là, qui se permet de dire autant d'assénité, nous après, voilà, on est où, quoi? Nous après, on doit faire quoi comme travail? Alors sur la laïcité, je vais pas trop... Voilà, j'ai encore juste 2-3 minutes et après j'essaie. Sur la laïcité, figurez-vous que donc en tant qu'animateur dans un centre social, on a rédigé un projet social. Ce qu'on appelle un projet social, c'est pour avoir l'agrément centre social de la CAF. On fait tout un dossier. Là, il y a eu tout un diagnostic partagé de territoire avec les partenaires, avec les habitants, et puis on a réussi à le réaliser aussi avec les habitants. Voilà, il y a eu toute la partie rédaction qui a été réalisée avec les habitants. Et figurez-vous, donc c'est un document de 180 pages. Il y a il n'est pas employé le mot laïcité. Alors, je n'ai pas fait du tout exprès, c'est juste après, lors de l'entretien avec la CAF, je me suis dit, oui, effectivement, on n'a pas parlé de laïcité. Mais par contre, on a parlé de plein d'autres choses, qui étaient peut-être, pour moi, on dit la laïcité, c'est fondamental. Ouais, mais la laïcité, on a besoin d'en parler parce qu'il y a d'autres problèmes, voilà. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle vraiment, et c'est un autre sociologue, Jacques Donzelot, qui l'a évoqué dans un livre en comparaison avec les États-Unis, Faire société, où là, moi, ça m'interpelle beaucoup plus. On parle du vivre ensemble, ouais, le vivre ensemble, c'est pas mal. Ouais, on parle plus, des fois, on cohabite plus qu'on vit ensemble. Et
Et ce qui est intéressant, c'est de faire société, c'est de faire ensemble, se croiser à travers des projets partagés, de travailler, qu'on soit peu importe, on s'en fiche, qu'on soit jeune, qu'on soit ancien, qu'on soit adulte, qu'on soit... Voilà, mais que l'on fasse ensemble, que l'on fasse société et qu'on soit sur le pouvoir d'agir, c'est-à-dire que nous, en tant qu'animateurs, on soit en capacité de faire aux habitants, c'est-à-dire d'être vraiment dans une démarche participative, de faire que les gens prennent leurs responsabilités et font ce que disait le monsieur là tout à l'heure, là, qui disait, mais pourquoi attendre toujours d'en haut ? Pourquoi toujours attendre des élites, justement? Pourquoi toujours attendre de... Est-ce qu'en tant qu'habitant, on ne peut pas, en tant que citoyen, tout simplement? Voilà, donc nous, on est là pour ça, pour qu'à partir de des choses un peu concrètes, de terrain, on puisse ensuite rêver à la liberté, l'égalité et la fraternité. Et puis, donc des choses concrètes, mais aussi tout en parlant de valeurs. Je ne sais plus qui a parlé de Dounia Bouzar tout à l'heure. Effectivement, moi, j'étais très intéressé par un livre qu'elle avait écrit lorsque j'étudiais, et qui parlait justement du religieux qui avait pris des fois l'ascendant sur justement le travail social dans les quartiers dits populaires. Et qu'effectivement, parfois, ça pouvait être un problème. Je dis bien parfois. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que les animateurs, les travailleurs sociaux, on parle de plus en plus de technicité, on parle de plus en plus de financement, on parle de plus en plus de recherche de financement, et on oublie un peu de parler des valeurs, on oublie un peu de parler d'éducation, tout simplement, de transmission et d'échange et tout ça. Et voilà, on est devenus des robots, on est devenus des techniciens, on est devenus des... Voilà. Donc, ce qui fait que cette éducation populaire, tout à l'heure on disait, mais qu'est-ce qui fait que des gens comme ça peuvent se permettre sans qu'il y ait plus de... Enfin voilà, l'éducation populaire, c'est ça, c'est être en capacité de s'indigner, puis de réfléchir ensemble, et que ce genre de parole soit même plus, même pas acceptable, mais même plus, qu'ils puissent même pas l'écrire. Donc voilà, donc en termes juste de petites conclusions, j'ai envie de parler aujourd'hui, au niveau local, ce qui me semble important, c'est d'évoquer l'idée d'université populaire. C'est un truc que l'on évoque à nuit debout. Et je me dis qu'effectivement, cette synergie, elle peut venir de là. Et université populaire, ce ne serait pas effectivement faire comme font certains, Michel Onfray, même si ce qu'il fait, c'est pas toujours si mal que ça, voilà, mais c'est des universitaires qui vont parler aux autres. Là, cette idée de nous, les uns les autres, là, faire ce soir, ça participe effectivement à éveiller nos consciences. Voilà, j'ai appris, il y a de l'écho, il y a des choses qui m'interpellent, il y a des choses que je vais retravailler certainement ensuite. C'est ça, quoi. Et je me dis, pour pouvoir susciter la rencontre et cette éducation permanente que l'on doit avoir, l'université populaire peut être un bel outil. Voilà. S'il est fait avec des universitaires, s'il est fait avec des gens qui ont envie de transmettre, avec des gens de partout, avec des gens, des citoyens lambda, ça peut avoir du sens d'échanger, mais régulièrement, très régulièrement, tellement on est mal là, tellement il y a du boulot à faire. Donc voilà, donc, je vous remercie, pour la prise de parole. Voilà.